Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et je suis expert en Markdown pour écrire les readme.md. Et je suis Adrien Joly, le dev qui, après une dure journée de coding, aime se détendre en conduisant des camions en réalité virtuelle. Je te vois tellement dans ton salon avec ton casque de VR. Ma copine est déprimée quand elle me voit faire ça, avec les mains en l'air, en train de conduire mon camion. Est-ce que tu as un écran sur lequel on voit ce que tu... Non, tu passes vraiment pour un zinzin quand tu joues avec ton casque. Bon, maintenant, ça commence à devenir un peu plus mainstream, mais ouais, ça fait toujours un petit peu bizarre. Est-ce que tu as une question pour nos auditeurs et auditrices aujourd'hui, Jérémy ? Bien sûr, d'ailleurs, je remercie tout le monde de nous envoyer des questions et n'hésitez pas à nous en envoyer sur le formulaire, le sav.tech. Aujourd'hui, on a une question de Robert. C'est une grosse question, donc je vais prendre le temps de vous lire ça. Je suis manager d'une équipe où je manage plusieurs devs. L'un d'entre eux me pose des problèmes de productivité. Il fait du code très propre, mais il est trop perfectionniste et a beaucoup de mal à délivrer. Il s'intéresse énormément aux problématiques d'architecture logicielle, au clean code et à toutes les bonnes pratiques, ce qui en soi est très bien. Mais j'ai l'impression qu'allier ceci à son perfectionnisme l'empêche de mener à bien les tâches qui lui sont attribuées. Il passe énormément de temps à préparer ses développements avant de les débuter, à chercher la meilleure manière de faire, et durant le dev, il revient régulièrement sur ce qui a été fait pour tenter de l'améliorer. Régulièrement, il a fini par produire des mini-usines à gaz pour des choses très simples après un temps de dev qui dépasse très largement les estimations les plus pessimistes. Cela pose également des problèmes quand d'autres membres de l'équipe collaborent avec lui sur un projet. Il m'est arrivé de faire une chose que je déteste, c'est-à-dire reprendre from scratch certaines tâches pour sauver les meubles et qu'elles soient terminées pas trop hors délai, ce qui fait que je sais que les délais en question étaient largement tenables. Ma question est donc, comment réussir à transformer un développeur trop académique en un développeur plus orienté vers les besoins d'une entreprise ? Pour l'instant, mes tentatives y ont échoué. Ah, je suis frustré, quelle tentative, ouais, quelle moi tentative aussi, là je suis frustré, je ne vois pas les tentatives. La question est tellement intéressante, mais c'est vrai que ça aurait été chouette de donner un exemple plus concret. Ouais. Robert, si tu nous entends, dis-nous ce que tu as fait. Du coup, on va être obligé de partir sur ce que nous, on ferait dans cette situation-là. Je me demande si ça vaudrait pas le coup d'adresser cette question en se mettant d'un coup du point de vue du manager et d'un coup du point de vue du développeur, en essayant à chaque fois de faire l'avocat de l'un et de l'autre. D'accord, bah toi, en tant que développeur pragmatique, Adrien, qu'est-ce que tu... Toi, t'es pas habitué à ce genre de situation, j'imagine. Toi, t'es ultra pragmatique, tu ships et... Méfie-toi, parce que pragmatique, des fois, ça veut dire shipper beaucoup. Au contraire, des fois, ça peut vouloir dire, ok, on arrête tout et on nettoie, quoi. Mais, bon, je vais essayer de me mettre à... Je vais faire l'avocat du développeur. Je pense que dans certains cas, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de faire les choses bien. En vrai, ça vaut toujours le cas de prendre le temps de faire les choses bien, mais parfois, il faut être pragmatique dans le sens où il faut trouver un juste milieu entre faire les choses parfaites et faire les choses quick and dirty pour pouvoir livrer rapidement quelque chose qui est critique pour l'entreprise. Okay Je vais donner un exemple qui, pour moi, pourrait justifier le comportement du développeur. Si tu es dans une codebase qui est vraiment, vraiment bordélique, où c'est très difficile d'ajouter des choses, et où que le produit en question, il est hyper buggé, genre à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, ça crée des incidents, des bugs, des trucs qui marchent pas, etc., et que c'est de pire en pire, je comprendrais la posture du développeur à dire « Ok, arrêtons d'y aller comme des bourrins, on se pose un petit peu avant de faire les choses, et on essaie de faire en sorte que, 1, elle soit solide dans la durée, et 2, elle ne rende pas en tout cas la situation pire que ce qu'elle est déjà aujourd'hui. » Donc là, je pars vraiment j'imagine en fait une situation où la codebase elle est vraiment pas saine, où le produit est déjà buggé, ou en tout cas voilà, il est problématique, quoi, il est pas sain. Ça pourrait justifier, néanmoins, même si ça justifierait le fait de prendre son temps, entre guillemets, pour faire les choses bien, je pense que c'est quand même quelque chose qui doit se négocier. C'est-à-dire que quand tu dis... Là, j'ai l'impression qu'il y a un manque de communication entre le développeur qui veut faire les choses bien et la personne qui, on va dire, est le représentant produit, ou en tout cas la personne qui décide dans quel ordre on fait les choses. À mon sens, ça vaut le coup de se poser pour que le développeur puisse manifester la raison pour laquelle il veut faire les choses d'une certaine manière. Et ça donnerait l'opportunité au représentant de produit ou celui qui attribue les tâches d'expliquer quelles sont les contraintes business
qui pourrait par exemple justifier le fait que ne créons pas une usine à gaz, faisons un truc plus simple. Quitte à renégocier le scope de la fonctionnalité, hein. Parfois ça vaut le coup de dire bon, on va faire un truc un peu plus petit pour pouvoir le faire mieux, et ça remplira quand même une bonne partie du besoin business. Ouais. Moi ça me fait un peu penser, je vais être un peu provoquant, mais je pense que ça prend pas plus de temps de faire les choses bien. Donc faire du bon code, ça prend pas plus de temps, entre guillemets. J'ai l'impression qu'on est un peu comme dans ce mème là que tu trouves sur internet où tu as une gaussienne en fait, genre du QI, et à gauche tu as un homme de Cro-Magnon qui fait je fais du code poubelle, et à droite tu as un 200 de QI qui dit il suffit de faire du code poubelle, et au milieu tu as la personne qui fait mais non, mais il faut absolument faire du code il faut appliquer toutes les best practices. Et une chose que j'ai remarqué, que ce soit dans le fait de travailler en start-up ou dans des plus grandes boîtes, c'est que les stakeholders savent jamais ce qu'ils veulent en fait. Donc ce que j'invite à faire tout le monde, c'est à faire du code, la plupart du temps, du code jetable, mais faire du bon code jetable, c'est-à-dire pas coupler le code dans tous les sens, etc., faire des interfaces pour séparer ton code, etc., mais que tu puisses le jeter, c'est-à-dire est-ce que je peux supprimer mon fichier et la fonctionnalité disparaît. Si tu arrives à faire ça, globalement, tu peux faire du code qui est relativement hautement maintenable, et tu peux te permettre de faire des écarts qui te permettent d'aller plus vite. Bon bref, ça c'est juste mon point de vue sur la situation. Mais c'est rigolo parce qu'on avait parlé dans l'épisode précédent de mesurer les performances des gens. Et je pense que le fait quand même d'avoir des bonnes estimations, alors les estimations, ça n'engage évidemment que les gens qui veulent les croire, mais arriver à shipper pour quelqu'un, enfin pour un développeur, c'est vraiment essentiel. Alors, que ce soit shipper un peu en retard ou quoi, mais shipper des features régulièrement, savoir être pragmatique, savoir mettre en production, et pas simplement faire du code pour du code, comprendre les besoins business, c'est quelque chose d'important. Donc je pense que c'est important pour le manager de bien exprimer les attentes qu'il a vis-à-vis de la personne. Donc ouais, ce qui est important, c'est de réfléchir à la performance, et ce qui peut être bien, c'est d'expliquer à la personne ce qu'elle a à gagner peut-être. C'est-à-dire du point de vue du manager, qu'est-ce que j'attends de toi et qu'est-ce que ça va t'apporter, d'essayer d'être un petit peu plus pragmatique. Peut-être qu'on peut essayer de lui faire comprendre dans l'autre sens comment il va évoluer en termes de compétences en étant un peu plus pragmatique, et en arrivant à mettre en application des choses plus simples. Ouais, en fait, il n'y a rien qui montre qu'il y a eu cette discussion. Ouais. On dirait que le manager, enfin, supposons que Robert soit un manager, a essayé de faire comprendre de plusieurs manières que c'était mieux de shipper plus vite, mais qu'il n'y a pas eu un moment où ils se sont posés, où ils ont essayé de comprendre pourquoi les développeurs bossaient comme ça, parce qu'il y avait sûrement des raisons qui n'ont pas été exprimées. Et à l'inverse, pourquoi Robert veut qu'on ship plus rapidement des fonctionnalités. Ouais. Donc c'est important que cette conversation ait lieu et qu'elle soit vraiment ouverte. Le but, c'est pas que un manipule l'autre, c'est que chacun exprime qu'est-ce qui est important pour lui ou elle, et qu'on trouve un contrat qui marche pour les deux, en fait. Et en fait, de faire une concession. De faire une concession. Moi, ce que j'aimerais challenger aussi, c'est la question de pouvoir livrer plus vite. Je serais curieux de savoir sur quoi est intéressé Robert. Est-ce qu'il a une augmentation si on livre plus vite des fonctionnalités ? En fait, ça peut être pas mal de aussi justifier pourquoi on attend une certaine vélocité, et pas juste être dans l'auto-vélocité comme facteur par défaut, quoi. C'est pas une fin en soi, en fait. Et je te donne, c'est pareil, c'est un peu tiré par les cheveux, mais imagine le but de la boîte, les valeurs de la boîte, c'est l'excellence, la qualité, le machin. Dans une boîte comme ça, il faudrait plutôt encourager les gens à faire du travail, de produire des choses qui marchent très très bien en toutes circonstances, quitte à sortir moins de choses moins souvent. Oui. Et dans ce cas-là, si ces valeurs-là étaient en place dans la boîte, c'est plus le développeur qui aurait potentiellement raison. Ça ne veut pas dire qu'il le fait bien, peut-être qu'il fait mal son travail de préparation. Et ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, peut-être qu'il a raison de mettre le temps pour faire une conception qui tienne la route. Et dans ce cas-là, ce serait le manager qui aurait tort de vouloir livrer plus régulièrement. En revanche, si le but de la boîte, c'est on va apporter le plus de valeur le plus régulièrement possible à nos clients, là, on parle pas de qualité, on parle pas d'excellence, on parle pas d'imperfection ou quoi que ce soit. Là, c'est plus effectivement Robert qui pourrait utiliser ça comme argument envers le développeur, en dire bah voilà,
dans cette entreprise, c'est important que on apporte de la valeur régulièrement. Ta manière de te comporter actuellement, elle est pas alignée avec ce qui est attendu par nos clients. Là, j'ai l'impression que j'ai déjà embrayé sur la manière de comment amener la discussion avec le développeur. Et pour faire écho à l'épisode précédent, je pense que cette discussion, alors ce serait bien qu'elle ait lieu hors cadre, hein, que c'est déjà une discussion entre les deux personnes, mais un cadre aussi où ça peut être l'occasion d'en parler et de se fixer des actions, c'est l'entretien annuel ou équivalent. Le moment où on se met d'accord sur quelle promotion on peut atteindre et qu'est-ce qu'on se met comme action pour pouvoir atteindre cette promotion ou cette évolution professionnelle en tout cas. Ouais. Il y a un autre axe que j'aimerais aborder, c'est du point de vue du manager. Je vais être pas sympa, mais il y a peut-être, Robert, va peut-être falloir travailler au sens où s'il n'arrive pas à délivrer un gros truc, il va peut-être falloir décomposer cette tâche en plus petites tâches et donc parler aux gens, décomposer, créer un backlog de tâches qui sont vraiment accomplissables de manière unitaire, où tu peux demander une update, j'ai envie de dire, peut-être pas au jour, mais enfin être sûr que ça puisse être accompli en quelques jours, de manière à pouvoir créer la communication avec la personne, c'est-à-dire dire je te confie cette tâche, maintenant ta mission c'est que ça arrive en prod d'ici à telle date, et c'est suffisamment petit pour que je puisse être certain que ce truc-là, c'est accomplissable. Et si c'est pas accomplissable, c'est ok, mais il va falloir que tu m'expliques pourquoi, en fait, tu ne le fais pas. Quels sont les obstacles qui t'empêchent de le faire, plus concrètement. Et se poser avec la personne, décomposer la tâche, faire l'étude aussi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment des choses bloquantes, comme tu dis, du code bordélique ou des choses comme ça qui font que c'est plus compliqué. Mais vraiment s'assurer que moi je vois souvent ça avec les plus jeunes qui veulent un peu construire des cathédrales comme ça. Si tu veux les empêcher de faire ça, faut pas leur donner un truc vague, faut leur donner un truc très précis à faire, quitte à s'épauler de quelqu'un d'un peu plus senior, pour être sûr qu'on est aligné sur le résultat attendu en fait. Ouais. Souvent, quand je constate ça, c'est que clairement j'ai donné trop d'ambiguïté à la personne pour accomplir son travail et que du coup elle part sur des chemins perdus et elle va construire des trucs plus que nécessaires ou autre chose que ce qu'on veut. Donc il y a peut-être une remise en question à faire aussi sur la partie management. Ouais. Aider le dev à découper les tâches en petites tâches, je pense que c'est une très bonne recommandation. À condition, je pense quand même qu'il faut qu'il y ait eu la discussion en amont pour comprendre pourquoi on se met à travailler un peu différemment. En fait, si tu amènes cette manière de bosser sans amener le contexte de pourquoi on se met à bosser comme ça risque de t'exploser à la figure, quoi. En fait, ou ça risque d'être contre-productif. Parce que le développeur, il va se sentir micromanagé. En fait, il va me dire, ouais, tu me donnes des micro-bouchées alors que je suis ingénieur, je suis censé être capable... Le micromanagement, c'est pas le fait de manager des petites tâches, c'est de dire comment tu dois travailler. C'est-à-dire, si j'arrive et que je te dis, tu dois faire ça de telle manière, telle manière, telle manière... Non, là, je parle vraiment, c'est de dire quels sont les résultats que tu attends à un niveau suffisamment unitaire, quoi. C'est-à-dire, pour mercredi... J'attends que ce truc-là soit disponible en production, etc. Tu t'arranges, tu fais comme tu veux, à la limite. Mais ça doit être... on s'aligne sur le fait que ça doit être en production. Et si ça ne l'est pas, qu'on en discute, en fait. Ok, mais que ce soit du micromanagement ou pas, à la rigueur, peu importe. Mais il y a quand même un changement de modalité. Avant, je t'accordais 5 jours pour faire une tâche, et maintenant, je t'accorde 1 jour pour faire des micro-tâches, quoi. Et... pour moi, c'est maladroit. Si tu changes cette modalité-là sans qu'il y ait eu la discussion en amont, ça peut amener des effets pervers qui ne seront pas forcément sains. Ça peut frustrer le développeur, ça peut l'amener à faire des trucs qui n'ont plus de sens parce que du coup, il n'a plus la big picture, il n'a plus le contexte de la grosse tâche. Pour moi, ça ne remplace pas le besoin de se poser et qu'il y ait la discussion ouverte pour que les deux comprennent qu'est-ce qui est important pour l'un, qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme compromis. Surtout qu'il y a l'air d'avoir des faits factuels sur lesquels s'appuyer. Par exemple, la fois où ils ont dû reprendre une fonctionnalité et la refaire de zéro, parce qu'elle n'était pas livrée à temps, et au final, ils l'ont fait extrêmement rapidement, donc ça prouve qu'il était possible de la faire rapidement. Ce à quoi peut-être que le développeur dira oui, elle a été faite rapidement, mais elle a bugué pendant 2 mois, elle nous a fait perdre du temps. Mais voilà, chacun pourra venir avec ses arguments. Mais je pense que cette discussion, elle est vraiment importante.
C'est la base, quoi. C'est le rôle du manager de se refocaliser sur le résultat tout de même. Je me demande s'ils ont des stand-up, à quoi ressemblent les stand-up, surtout si la personne dépasse en permanence. J'imagine qu'elle doit expliquer pourquoi. Vraiment, c'est encore une fois, c'est à ce moment-là qu'il faut focaliser sur l'objectif et le résultat. Et c'est le rôle du manager de bien exprimer ça concrètement aussi. C'est-à-dire, nous avons besoin que cette feature elle soit livrée pour telle raison, ou que ce bug soit fixé parce que ça cause des problèmes, ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre du temps. Bien expliquer vraiment les raisons de pourquoi ça doit être livré. Et de toujours repositionner ce truc-là. C'est-à-dire, n'oublie pas qu'on doit livrer pour cette raison-là. Ouais. En gros, la tâche et sa deadline ne sont pas une fin en soi. La finalité est autre, quoi. C'est, on a ce projet stratégique, on a tel besoin business, et en fait, cette fonctionnalité que tu vas coder, elle sert à atteindre, à déverrouiller en fait, cette possibilité, quoi. Peut-être qu'en faisant ça, ça va re-engager en fait, le développeur à lui donner envie d'apporter cette valeur le plus vite possible. Bien sûr, et c'est en disant, c'est à toi que je confie ça, enfin spécifiquement, donc tu as toute ma confiance pour ce truc-là, mais par contre, j'ai besoin que tu arrives à délivrer, et en tout cas, si tu as un problème, j'ai besoin que tu m'en parles et que tu m'expliques pourquoi, et pas qu'à chaque stand-up, tu me dis oui, j'ai rencontré ci, je refactor ça, etc. Est-ce qu'il y a un bloqueur vraiment absolu Est-ce qu'on peut pas contourner les choses pour le faire? Quelles sont les différentes options aussi pour arriver à ce résultat-là? Il n'y a pas une bonne manière de faire, donc on peut en parler avec plusieurs développeurs aussi. Ça va dans le sens de une ou deux suggestions que j'aurais bien ajoutées aussi. En supposant que le dev, il aime bien faire le travail bien fait, mais qu'il n'a pas encore le niveau de compétence pour savoir placer le curseur, je pense que ça peut être bon de, l'encourager à travailler avec des personnes qui sont un poil plus seniors, faire du pair coding, ou de demander par exemple une personne de relire, de travailler peut-être sous forme de RFC. Tu fais une proposition, tu dis tiens, j'imagine telle architecture, et tu fais relire l'architecture à quelqu'un de plus senior, pour qu'il y ait un accompagnement et qu'il puisse se développer dans cette direction-là, mais en faisant des meilleures décisions. Et deuxième chose, peut-être que ça vaut le coup pour que ce développeur aussi se forme sur des méthodologies qui lui permettraient d'aller plus vite à l'essentiel. Je pense notamment au TDD, au Test Driven Development, où tu commences par écrire quel objectif tu veux atteindre, et seulement ensuite tu codes ce qui te permet d'atteindre ton micro-objectif, et tu y vas vraiment étape par étape. Une règle que j'appliquais beaucoup quand je faisais du TDD régulièrement, c'était le YAGNI. YAGNI, ça veut dire you are not gonna need it. C'est-à-dire que des fois, tu t'apprêtes à faire un truc en pensant que tu en as besoin, et en fait, c'est la personne qui est à côté de toi qui va te dire en fait, je suis pas sûr que tu auras besoin de ça tout de suite. Là. On n'a pas encore de preuve que tu en auras besoin, donc ton redesign ou ton refactoring ou ton machin, on le remet à plus tard. Donc, peut-être travailler ces muscles-là en pratiquant du pair programming et ou du test-driven development. Ça peut être vertueux aussi dans ce genre de mindset de développeur. Mais du coup, j'en reviens à deux points qu'on avait laissés de côté. J'avais parlé de la performance, et effectivement, ça peut servir de support pour justifier le changement de méthodologie. J'ai constaté que souvent il y avait des problèmes de delivery. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à trouver une nouvelle méthodologie pour que tu puisses atteindre la next step et shipper plus vite. Et pour ça, je te propose qu'on travaille de cette manière-là, c'est-à-dire en découpant plus les tâches. Donc il y a cette cohérence-là aussi qu'on peut essayer de trouver. Pour bien manifester à la personne qu'on est là pour l'aider, quoi. Ouais, clairement. Est-ce qu'on a répondu à la question de Robert? T'as des choses à ajouter? Ouais, j'ai un petit truc à ajouter. Vas-y. J'ai aussi constaté qu'il y avait des personnes qui souhaitaient pas changer, en fait, parfois. Ah bah oui. Et c'est important de mesurer ces choses-là. C'est pour ça que c'est important de rendre les choses un petit peu factuelles, d'essayer de poser les objectifs pour la personne, d'essayer de l'aider en permanence. Voilà, il y a des gens pour qui soit la transition elle se fait pas parce que c'est pas il y a la même culture de la boîte, il n'y a pas l'alignement à ce niveau-là. Et c'est aussi important de traquer les choses parce que dans la situation où la personne se sent pas bien et où la boîte elle n'arrive pas à trouver son compte avec l'employé, ça peut aussi bien d'envisager une séparation. Ouais.
Ou un changement d'équipe. Moi, ça m'est arrivé dans le passé de me rendre compte qu'en fait, ce que j'aimais faire n'avait pas de valeur dans l'équipe où j'étais. Ouais. Au bout d'un moment, tu fais, bon, bah, tu sais quoi, c'était cool, mais je vais me trouver une autre équipe, quoi. Ouais. Et j'ai bien fait, parce que les équipes où je me suis retrouvé à bosser après, je faisais des choses qui étaient beaucoup plus alignées avec ce que je voulais faire. Donc, c'est pas une fatalité que les chemins se séparent à un moment donné, à condition qu'on ait un peu de clarté sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est important pour soi. Ouais. Et quels compromis les deux personnes sont prêtes à faire. Exactement. Si elles ont envie d'aller dans la même direction. Ouais. Non, je pense que c'est important de l'évoquer, parce que c'est toujours bien d'essayer de résoudre la situation, mais il y a toujours le troisième chemin qui est de ne pas résoudre la situation aussi. Ouais. Quoi. Ouais, ou la résoudre, c'est de partir, en fait. Ouais. C'est d'aller voir ailleurs. Donc voilà, c'est un peu plus triste, mais bon, ça peut être positif aussi quand même. Oui, ça peut être positif des fois. Ouais. Puis on fait des métiers où il y a quand même il y a du boulot quand même. Bah en tout cas, ce sera tout pour moi. Je sais pas si on a réussi à répondre à la question de Robert, mais en tout cas, moi je serais ravi qu'il nous écrive pour nous dire ce qu'il a essayé, et si jamais il a d'autres questions ou commentaires. Oui, puis même, n'hésite pas à nous tenir au courant, Robert, de comment la situation évolue, et si tu as d'autres questions, envoie-les-nous. Très bien. Et pour les autres, sachez qu'on serait ravis de répondre à vos questions lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Donc pour cela, il suffit de vous rendre sur lesav.tech pour nous envoyer votre question. Vous pouvez évidemment rester anonyme si vous le souhaitez, mais si vous êtes fier de votre question, on sera ravis de vous mentionner. C'est vous qui choisissez. Merci beaucoup Jérémy, merci à vous toutes et tous, auditeurs et auditrices, et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci Adrien. À ciao plus. ciao.